Bienvenue sur le podcast de Mickaël Delafosse. Chaque semaine, il abordera l'actualité. Voici le 2e épisode. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien. Montpellier est qualifié pour la finale de la Coupe de France de hand. Ça a été un moment incroyable mardi dernier face à Paris. Nous sommes vainqueurs au retour pour le derby face à l'Arago de Sète et je serai présent vendredi. Je voudrais avoir une pensée pour les Vipers qui ont tenté une remontada à Valence, notre équipe de hockey, mais hélas, ils n'y sont pas arrivés. Très bon score, très bon résultat face à l'USAP pour le MHR et victoire de Montpellier face à Grenoble. Donc le soleil est là, j'ai fait le Run Festival. Bravo à tous les coureurs, moi je n'ai fait que 5 km, mais c'était extrêmement sympa et bravo au Club de l'Âge d'Or, aux enfants et puis aux champions du marathon. Voilà, semaine très sportive. Effectivement, semaine très sportive. On se retrouve aujourd'hui pour le 2e épisode de votre podcast que vous avez voulu créer pour vous adresser sans détour aux Montpelliéraines et aux Montpelliérains. Aujourd'hui, on est au milieu d'une séquence politique importante pour le territoire, le vote des budgets de la ville et de la métropole. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur le budget voté la semaine dernière pour la ville de Montpellier et le budget en préparation pour la métropole ? Effectivement, le vote des budgets est très important. Nous avons eu à la ville un budget, nous ne touchons pas à la fiscalité, 52,63%, c'est le taux d'imposition qui est stable depuis 2014. Nous poursuivons notre politique d'économie pour pouvoir mieux délivrer le service public, mais malgré des contraintes très dures qui pèsent de la part de l'État. Vous savez que l'État demande un effort très important chaque année aux collectivités territoriales, 1 milliard, 2 milliards, encore 2 milliards, soit 5 milliards en cumulé, ça pèse. Nous réussissons à préserver nos services publics. On a pu augmenter les effectifs de la police municipale, continuer le travail dans les maisons pour tous, continuer à augmenter le nombre de places en crèche. Une ouvrira à la fin de l'année dans le quartier de la Pompillane pour aider les familles. Nous avons pu ouvrir le centre d'art contemporain 1000 formes, qui est gratuit, mais qui est financé par la contribution commune. Et nous avons programmé un budget conséquent d'investissement à hauteur de 176 millions d'euros, qui donnera lieu à un nouveau groupe scolaire à la Mosson, fini l'école Pailleron, et une nouvelle école dans ce quartier. Les écoles Pailleron, elles n'ont pas de confort thermique d'été, elles sont dangereuses aussi du point de vue de la sécurité, c'est cet héritage. Nous allons commencer les travaux de l'école Mermoz, qui elle aussi doit être rénovée. Et puis, nous engageons 3 gros dossiers de rénovation. L'hôtel des sécurités en lieu et place du bidonville de Selle-Neuve, qui va pouvoir renforcer, rendre plus efficaces nos forces de sécurité. La cité de l'alimentation, pour mieux faire les repas pour les petits Montpelliérains et petites Montpelliéraines. Et puis on va engager les travaux tant attendus, tant annoncés d'ailleurs, du Grand Lunaret, en commençant par la partie du parc zoologique. Donc nous continuons à investir pour le territoire à l'échelle de la commune. Et demain s'ouvre le débat d'orientation budgétaire à la métropole. La métropole, elle a beaucoup investi dans les années passées. On l'a souvent dit, 2 mandats en un. Il fallait rattraper l'inaction, la gare Sud-de-France non connectée, les rails défectueux, la ligne 5 ajournée. Tout ça a été chose faite. Et donc là, on va commencer à décélérer notre niveau d'investissement parce que ça a pesé. Mais on va continuer à investir puisqu'on prépare le financement des bus tram pour les communes qui vont jusqu'à Castries, Vendargues, Le Cress, Castelnau, et sur la partie ouest, Cournon-Sec, Cournon-Terral, Pignan, La Vérune, jusqu'à l'arrêt de la ligne 5 de tramway pour aider les habitants de la métropole à avoir une offre de transport en commun performante et de qualité, évitant ainsi que de nombreuses voitures entrent dans Montpellier d'une part et montrant la solidarité territoriale en matière de transport en commun à l'échelle de la métropole. Nous allons avoir une discussion aussi sur comment nous finançons la métropole parce que les temps sont durs, les coupes de l'État sont là.
La compétence voirie n'est pas compensée par les communes, sans quoi ça se ferait au détriment du financement des communes. Donc 3 options sont sur la table, soit une réduction du service public, soit une contribution dans le cadre d'une fiscalité métropolitaine, soit une contribution des communes. C'est le débat que nous allons ouvrir demain. Mais je veux le dire avec beaucoup de force, la métropole, c'est 1100 € par habitant. C'est un effort pour la sécurité à hauteur de 20 millions d'euros pour les pompiers, 3 millions pour la police métropolitaine des transports, évidemment la gratuité des transports, le soutien au logement pour 45 000 foyers qui bénéficient d'un logement social qui est porté, un effort de solidarité par la métropole. Et puis c'est 15 piscines, 15 médiathèques et une offre unique de services publics dans notre pays. Voilà comment demain, avec l'ensemble des élus, le débat va s'ouvrir. Mais face aux coupes sombres de l'État, nous devons tenir bon. Face aux coûts de l'énergie, la crise du détroit d'Ormuz nous touche, nous devons tenir bon. Voilà le débat d'orientation budgétaire qui s'ouvre demain. Très bien. Vous évoquiez en introduction le sport et la place qu'il a dans notre ville. Dans votre programme, dans le cadre des élections municipales, était mentionné un plan sport 2035. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Bien sûr, le sport c'est essentiel à Montpellier. D'ailleurs, j'observe que beaucoup de maires de la métropole ont plutôt formulé une promesse de nouveaux équipements sportifs pour permettre à tout à chacun de pratiquer du sport, de faire du sport. Quand vous faites du sport, vous améliorez votre espérance de vie. Vous jouez, ça joue sur l'humeur, ça favorise la cohésion sociale. Et notre grand et beau pays, la France, a réussi les Jeux Olympiques. Il doit maintenant transformer l'essai et réussir l'héritage des JO. Et donc, l'engagement qui est le mien et que nous allons mettre en œuvre avec Christophe Bourdin comme élu à la ville et Hervé Martin comme vice-président au sport, eh bien, c'est de développer, de rénover, de développer les infrastructures sportives. Nous allons d'ailleurs le faire à l'économie parce que les temps sont difficiles. Et par exemple, j'ai dit à la présidente de région et au président du département, ce qui serait bien, c'est d'ouvrir les gymnases des équipements scolaires le week-end pour la pratique du sport de tous et de toutes, comme je l'ai fait avec Madame la rectrice pour le stade du lieutenant Normand, qui fin 2027 sera à l'usage de tous les Montpelliérains, parce qu'il est fini le temps où on construit ex nihilo partout des pistes d'athlétisme. Il faut bien gérer l'argent public. Et puis on aura des grands équipements, et je pense au sujet de la salle de hand, qui est absolument indispensable si Montpellier veut tenir son rang, mais qui nous permettra d'avoir un omnisport qui sera emblématique de la volonté de féminiser la pratique du sport. Parce que dans le domaine du sport, le plafond de verre doit tomber. On ne peut pas avoir à Montpellier le BLMA et avoir moins de licenciés EES que de licenciés ES. Et les femmes dans le domaine du sport doivent aussi prendre le pouvoir. C'est extrêmement important. Dans le sport de haut niveau, d'une part, et je veux saluer ici notre équipe de foot féminin, je donnerai le coup d'envoi samedi soir, saluer le MHR féminin qui est l'un des clubs les plus titrés de Montpellier, extraordinaire, bravo à elle, et il faut que nous ayons plus de femmes qui pratiquent le sport que d'hommes. Ça, c'est un des grands axes de la politique sportive que nous entendons conduire à Montpellier. C'est un choix, mais je crois que c'est un choix qui nous fait collectivement du bien. Après le sport, la culture maintenant, vous avez annoncé la semaine dernière les grands moments qui se tiendront pendant la Comédie du Livre, 10 jours en mai, qui se tiendra du 15 au 24 mai à Montpellier. En quoi ce festival est important pour vous et quels sont les grands moments qui se tiendront à cette occasion ? D'abord, c'est une joie pour Montpellier, autour de la Comédie du Livre, 10 jours en mai et tous les grands festivals. Mais il nous faut situer Montpellier dans les enjeux du monde. Et aujourd'hui, la culture, la recherche, l'accès de tous à l'art est malmené. Malmené par cette folie humaine qui semble se déchaîner, à laquelle nous ne croyons plus en capacité de revenir. C'est la destruction du théâtre de Mariupol par Vladimir Poutine. C'est Donald Trump qui prend le contrôle des musées et qui fait des coupes budgétaires sans nom. C'est des artistes qui sont persécutés parce qu'ils sont artistes. C'est aussi dans notre propre pays
des municipalités qui ont été gagnées par l'extrême droite, le Rassemblement national, et qui d'emblée déprogramment des expositions et portent atteinte à la liberté de programmer, suppriment des manifestations culturelles comme à Vauvert, le festival Jazz à Junas. Il faut que chacun soit conscient qu'aujourd'hui, il y a un mouvement d'hostilité à la culture, aux artistes. La culture, c'est ce qui émancipe, c'est ce qui rassemble, c'est ce qui témoigne du génie humain. Et donc, comme maire de Montpellier, et d'ailleurs, je sais que beaucoup m'ont accordé leur confiance parce qu'ils savent pouvoir compter sur moi et sur mon équipe pour continuer à défendre la place de la culture. Nous le posons comme un acte de résistance. Et donc, la comédie du livre 10 jours en mai, d'ailleurs, commencera par des moments avec une auteure ukrainienne, celle qui vit l'expérience de la guerre et qui l'exprime par la littérature. Et se clôturera par un combat de civilisation, qui est celui du dialogue entre les hommes. Entre Elias Sambar, l'ambassadeur à l'UNESCO de l'État de Palestine, et Elie Barnavi, grande conscience morale de la gauche israélienne, ancien ambassadeur de France, d'Israël en France, qui ont tous les deux écrit un dictionnaire amoureux de leurs pays respectifs qui se parleront, alors que tout le monde souhaite qu'ils se déchirent et que l'un veut affirmer sa supériorité face à l'autre. Non, l'esprit d'Oslo doit vivre, et comment le faire vivre et le défendre aussi par ces moments. Et la comédie du livre, c'est ce grand moment entre le livre, qu'il faut chérir, que nous devons donner à nos enfants pour qu'ils lisent, pour qu'ils partagent, pour nous offrir des imaginaires. D'ailleurs, le Grand Prix de l'imaginaire se tient ici à Montpellier. Et donc le livre, il faut le défendre à l'heure où les GAFAM veulent que le verbe scroller revienne, s'empare plutôt que tourner les pages, à l'heure où Monsieur Bolloré prend le contrôle de l'édition. Nous, il faut défendre la liberté et on est très heureux d'inviter des éditeurs. Je prends un peu de temps sur des choses qui peuvent apparaître compliquées, mais Montpellier ne doit pas être hors des mouvements de la société. Et ici, à Montpellier, nous posons un acte de résistance en faveur de la culture et je veux que nos concitoyens soient bien conscients de cela. Car aujourd'hui, de grandes menaces pèsent sur la culture. Nous nous efforcerons de sanctuariser les budgets, même si les difficultés financières sont là. Et je veux dire que l'usage de la contribution commune de l'impôt, elle va en faveur de la culture. Parce que quand nous soutenons la culture, nous soutenons les professeurs pour l'éducation. Nous sommes aux côtés de nos universités pour favoriser, et donc les chercheurs, l'émancipation. Et nous cherchons à faire en sorte que chacun de nos enfants puisse cultiver sa curiosité et qu'on n'a pas besoin d'aller à Paris ou dans les grandes villes de la mondialisation pour voir les grandes œuvres de l'esprit au théâtre, dans la danse contemporaine, dans la musique. Et je crois que nous sommes en cela une ville fidèle à sa promesse, qui est une ville qui cherche à, pardonnez-moi, je parle comme un professeur, à nous tirer collectivement vers le haut ou d'un grand projet humaniste comme ceux de la Renaissance qui doivent continuer à nous habiter. Donc c'est une grande fierté de pouvoir tenir bon sur ces sujets. Il y a plein d'endroits en France où les festivals du livre ferment et disparaissent. À Montpellier, nous tenons bon. Qu'est-ce que ça dit de notre pays, cette décision ? Ça montre le visage de l'extrême droite. L'extrême droite n'est pas favorable à la culture. Et parmi la première décision que prend ce maire, c'est de supprimer Jazz à Junas, qui se déroule aussi dans la commune de Vauvert. C'est pas un acte anodin, c'est nous faire prendre conscience que la culture, ce sont des choix. Et moi, je veux ici d'abord soutenir les équipes de Jazz à Junas, les innombrables bénévoles qui se battent pour que cette forme musicale qui compte, que nous aussi nous avons à Montpellier grâce au Jam, grâce au Festival de Radio France, puisse perdurer. Je veux saluer le département du Gard et la région Occitanie qui sont venus en renfort et la prise de position de Patrick Malavielle, qui est un élu important de ce territoire pour essayer de se réorienter. Mais parfois, il faut bien mesurer ce qui est en train de se jouer. Enfin, la France ne peut pas devenir un désert culturel.
La France, elle a une politique culturelle en grande partie grâce à l'engagement des élus des territoires. Mais quand le RN prend le contrôle d'un territoire, par quoi commence-t-il? La culture. Moi, j'ai eu l'immense honneur d'être élu maire de Montpellier parce que nous avions écrit « sauvegarder les budgets de la culture ». Parce qu'il y a cet engagement. Et d'ailleurs, je veillerai à ce qu'aucun des lieux de culture, que sont nos médiathèques, que sont nos grands festivals, que nous puissions tenir. Récemment, nous avons réouvert le Carré Sainte-Anne. Enfin, dans d'autres podcasts, je raconterai ça, mais ça dit aujourd'hui un grand danger qui plane sur la société. J'ai été l'année dernière très frappé de voir qu'une présidente de région se vantait d'avoir baissé de 50% les subventions dans la culture et de voir qu'elle faisait la une des journaux parce qu'elle avait baissé à l'orchestre symphonique, à des résidences d'artistes. Non, la France est un grand pays aussi parce qu'il a une grande politique culturelle et qui repose beaucoup sur la décentralisation, sur l'engagement des élus locaux. Montpellier est une terre d'accueil pour les artistes et ça se ressent. On entre dans la période la plus dynamique en la matière puisque Montpellier entre en festival. Vous aurez sûrement l'occasion d'en parler dans les prochaines semaines avec de nombreux festivals sur le territoire qui sont accessibles à la fois aux Montpelliérains, aux habitants de la région et à tous les habitants de France. Peut-être, autorisez-moi à commenter entre en festival, comme si on en était sorti. Non. En fait, au mois de mai, il se passe quelque chose d'unique en France, à Montpellier. Grand festival littéraire, la Comédie du Ivre, 10 jours en mai. Et puis ensuite, le Printemps des comédiens, qui lui accueille des créations de toute l'Europe et qui offre une programmation en théâtre, qui n'oublie pas évidemment la jeunesse, avec Shakespeare et citoyenneté, porté par une femme remarquable, Florence Marc, où les collégiens utilisent et travaillent sur le grand auteur britannique qui est William Shakespeare, le plus traduit au monde et le plus étudié au monde. Et puis ensuite, Montpellier Danse, avec l'énergie de la danse contemporaine. Et puis ensuite, le Festival de Radio France. Il n'y a aucune ville qui, de mai à juillet, offre une telle programmation qui est à la fois formidable pour le public, avec des moments gratuits, accessibles à tous, la Comédie du Livre, là, le concert d'ouverture de Radio France, le spectacle de clôture de Montpellier Danse, mais qui aussi contribue aux retombées économiques sur le territoire, pour l'hôtellerie, pour son rayonnement. Entrer et vivre en festival, vivre la culture et au fond l'identité de Montpellier. Et si on allait au mois de septembre, ensuite c'est Arabesque, c'est d'autres festivals qui s'engagent, mais c'est un élément très important de l'identité de notre ville, de notre métropole, et qui fait aujourd'hui une grande fierté et un grand amour de gens qui n'habitent pas Montpellier, mais qui se disent « elle est incroyable cette ville ». Au point que ce sont des œuvres d'art qui nous transportent dans les transports en commun, le design de nos tramways. Vous évoquiez le devoir pour la France et le devoir de tous les responsables nationaux de donner une vision sur la culture et de garantir un soutien. Justement, il y avait Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, qui a une voix sur ces sujets-là, qui a passé la journée vendredi à Montpellier de 9h à 19h. Ça semble très fort qu'un ministre ait passé une journée entière dans notre ville. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu cette journée? Bon, d'abord, je vais vous faire une confidence. Moi, si j'accueille de manière républicaine tous les ministres, c'est mon devoir de maire. Je préfère les ministres qui passent du temps pour s'approprier les sujets et rencontrer les gens que les ministres qui viennent faire clic-clac Kodak, pour reprendre une expression qui existait dans les cours de récré il y a une vingtaine d'années, et qui s'intéresse peu au sujet. C'est vrai que j'ai pu accueillir Monsieur Barrot, ministre des Affaires étrangères, qui est venu parler devant les étudiants de la faculté de droit, le club Sciences Po du lycée Jules Guesde, qui a rencontré nos chefs d'entreprise, qui a échangé avec les Montpelliérains, répondu à leurs questions sur des sujets parfois difficiles, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui le droit international est menacé, que les logiques d'empire sont à l'œuvre entre ce que incarne la Russie de Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine, la logique très inquiétante des États-Unis qui commandent de renforcer le projet européen et finalement de voir des dirigeants du monde qui pensent que pour régler un problème, il faut faire une guerre. Non, il faut d'abord une diplomatie et se parler. Et
Et donc ce temps était très intéressant. Le ministre des Affaires étrangères a pu expliquer les positions françaises, a pu aussi être interrogé de manière assez directe. Je dois le dire, je trouve que le ministre a plutôt bien répondu. En tout cas, il s'est défilé sur aucune des questions. Et puis ça a été pour moi l'occasion de montrer tout l'engagement de Montpellier. L'engagement de Montpellier pour la culture de la paix, à travers le devoir de mémoire. Quand il a appelé les jeunes à s'engager, je lui ai rappelé qu'à Montpellier, c'est en 1950 des jeunes de 20 ans qui sont partis du Lez pour aller sur le Neckar et qui ont contribué à faire naître le jumelage entre Montpellier et Heidelberg. Deux pays qui se haïssaient, la France et l'Allemagne. Aujourd'hui, deux pays amis, deux villes amies. Que Montpellier, on avait comme grande fierté d'être jumelé avec une ville de l'État de Palestine, Bethléem, dont j'ai reçu son maire, et la ville israélienne de Tibériade. Que bien sûr, nous sommes effondrés de ce que vivent les Palestiniens en raison du gouvernement suprémaciste de M. Netanyahou, tout comme nous avons été horrifiés le 7 octobre par l'attaque terroriste du Hamas. Mais nous, on doit essayer de faire en sorte que les gens se parlent, discutent. Et donc j'ai pu lui présenter cela. Tout comme nous sommes très fiers d'être la première ville jumelée avec Chengdu, et qu'aujourd'hui nous sommes à Montpellier, l'une des villes où on apprend le plus le chinois en France. 3 écoles, Benoît de Groot, l'école Chengdu à Montpellier, Sun Yat-sen, 2 collèges, Fontcarrade, Rabelais, le lycée Jules Guesde, et qu'au total, il y avait 1200 élèves dans les écoles publiques de Montpellier qui pouvaient être dans des sections internationales en anglais. Il y en a beaucoup, je ne prends pas le risque de les citer, en allemand, Dickens, en espagnol, Malraux, et ça, c'est un projet que je soutiens activement parce que je ne pense qu'il n'y aura pas de France forte et d'enfants bien préparés au XXIe siècle s'il n'y a pas une maîtrise des langues étrangères parce que c'est un moyen de comprendre l'autre. Ce week-end avait lieu le Global Progressive Mobilization à Barcelone à l'invitation de Pedro Sánchez, le Premier ministre espagnol, où les progressistes du monde entier se sont retrouvés. Pourquoi cet événement est important à vos yeux ? Enfin une bonne nouvelle. Pedro Sánchez, c'est un leader qui résiste à l'international réactionnaire qu'incarne M. Netanyahou, M. Trump, un certain nombre de dirigeants européens. Les valeurs de démocratie, de fidélité à l'héritage des Lumières, de l'État-providence sont des valeurs absolument essentielles comme l'enjeu de l'accueil face aux crises migratoires. Et Pedro Sánchez est le président de l'Internationale socialiste, la deuxième internationale socialiste, qui existe depuis 1860 et à laquelle le grand leader Jean Jaurès était membre. Pendant les dernières décennies, c'était un club de dirigeants qui parlaient sur un canapé et qui bavassaient. Et là, je trouve très bien que le Premier ministre espagnol ait pris cette initiative d'essayer de réunir tous ceux qui croient aux valeurs de progrès, de démocratie, d'attachement à l'État-providence pour essayer d'établir des convergences et que un récit soit alternatif, soit opposé à celui de l'international réactionnaire. Et donc on n'est pas tous d'accord. Il y a des points où on a des appréciations différentes qui tiennent aux cultures nationales. Mais je veux le dire, c'est une contribution précieuse parce qu'il ne faut pas que nous soyons résignés à voir ci et là, et nous, l'extrême droite, accéder au pouvoir. Et donc pour y arriver, il ne suffit pas juste de dire qu'on ne veut pas, c'est de s'organiser. Et cette initiative y contribue. Et Pedro Sánchez, c'est un leader qui fait des choses très intéressantes, qui concilie la question écologique et la question sociale, la gratuité des transports régionaux pour les travailleurs, qui n'a pas eu peur d'augmenter son salaire minimum, qui soutient sa politique culturelle, qui ne construit pas sa renommée sur le rejet de l'autre et qui porte une politique d'accueil à l'endroit des migrants, ferme quand ils ne respectent pas la loi, mais d'hospitalité qui est importante. Et je crois que les progressistes, les démocrates, c'est des mots dans lesquels on se retrouve dans les différentes nations du monde, eh bien, ont intérêt à travailler ensemble parce qu'en face, l'internationale réactionnaire, elle, se voit.
J.D. Vance à Munich, qui est venu soutenir Monsieur Orban, Monsieur Musk, qui avec les forces de l'argent cherche à s'ingérer dans les élections. Ce narratif sur le caractère autoritaire des régimes est très dangereux et il faut un narratif alternatif. Donc bravo à Pedro Sanchez d'avoir conduit ce travail de discussion, même s'il n'en est pas sorti une grande déclaration, etc. Mais il n'y a rien de pire que de se résigner d'être fataliste. Donnez-nous des nouvelles de Clair Obscur. Ah, alors ils sont incroyables. Ça n'arrête pas, puisque là, au royaume de Sa Majesté, en Angleterre, ils ont tout raflé au BAFTA, qui est encore une énième consécration. Et donc, ces jeunes-là qui habitent qui ont leur studio entre les arceaux, la cité créative, eh ben, continuent à aller de succès en succès, mais traduisent la vitalité de Montpellier dans le domaine des industries culturelles et créatives et du jeu vidéo. Et à Montpellier, on a près de 68 studios de jeux vidéo. Alors, ils sont fer de lance, mais il y a toute une dynamique qui est absolument incroyable. Et l'un des enjeux, dans le mandat qui m'a été confié comme président de la métropole, dans le cadre du développement économique, c'est très clairement que nous soyons la place forte dans le domaine du jeu vidéo à Montpellier et plus largement des industries culturelles et créatives. Donc il faut continuer cette dynamique, soutenir les écoles, soutenir les studios. La métropole, ce sera d'ailleurs dans le débat d'orientation budgétaire, met des crédits pour aider sur la création de jeux. Et Montpellier, c'est l'une des places fortes à côté de Montréal, évidemment des studios présents en Californie, au Japon. Aujourd'hui, Clair Obscur, c'est le jeu qui est finalement le phare d'une dynamique qui est absolument incroyable actuellement à Montpellier et qui est faite pour durer. Un petit mot pour parler de la semaine à venir avant de se retrouver la semaine prochaine ? Eh bien, écoutez, grosse semaine de travail. D'abord, conseil de métropole demain. Je vais aussi prendre du temps avec les nouveaux adjoints, dont je sais beaucoup d'associations souhaitent vite les rencontrer pour travailler sur leur feuille de route. Ce soir, nous allons vernir une exposition importante qui est le travail des étudiants de prospective ici à l'hôtel de ville que tout le monde peut venir voir sur Montpellier, son université et plus particulièrement Paul Valéry en 2040. Extrêmement intéressant. Je vous ai décrit en introduction les nombreux coups d'envoi que j'allais et d'équipes que je m'en allais soutenir comme tous les habitants de la métropole, évidemment le volley, le foot féminin ce samedi, fêter les 30 ans d'un club formidable qui est la SL Neuve, qui fait un travail extraordinaire de cohésion dans ce quartier qui va connaître quelques travaux avec l'hôtel des sécurités, la nouvelle école et puis la transformation de l'espace public que les habitants apprécient bien. Donc on continue à travailler sur les différents dossiers. Merci Monsieur le maire et à la semaine prochaine. Merci.